FM, 88.4 FM. Information, talk show, flash, journaux, revues de presse, analyses, commentaires. Toute l'information. 24 heures sur 24. Sport, direct, débat, résultats, sport en direct. Tous les sports. 24 heures sur 24. Littérature, cinéma, jeux, divertissement, variété, musique. Toute la musique. 24 heures sur 24. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro du débat économique de la chaîne 3. Et à la veille du 1er mai, la journée internationale du travail, nous allons parler travail et emploi. En Algérie, où le monde du travail qui a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire qui dure maintenant depuis plus d'une année. En Algérie, quelques 500 000 employés ont perdu leurs emplois selon les chiffres officiels dévoilés en décembre. Plus de 125 000 pour le seul secteur du BTP selon le patronat du secteur. Une enquête a été lancée par les pouvoirs publics pour évaluer l'impact de la crise sanitaire. Comment peut-on évaluer cet impact? La crise du Covid-19 a imposé une nouvelle configuration du travail. Comment adapter les lois algériennes? Comment intégrer les nouveaux paramètres tels que les métiers du numérique? Comment créer de nouveaux postes d'emploi et absorber le chômage en pleine crise? Comment préserver les acquis des travailleurs? Le code du travail qui devait être révisé depuis maintenant quelques années. Quelles sont les attentes? Alors autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui dans cette émission. Pour le faire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous dans les studios Madame Nassera Haddad, représentante de l'ACAPC, donc vice-présidente de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Madame Haddad, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Monsieur Abdelkader Djamel, donc expert en relations du travail, bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour. Alors nous avons également essayé d'inviter le ministère du Travail pour répondre à quelques-unes de nos questions. Ils ont décliné l'invitation. Nous allons également essayer de joindre l'UGTA, ou nous avons essayé de les joindre. Malheureusement, le secrétaire général est en déplacement et n'a pas pu répondre à notre invitation. Alors tout de suite, nous allons commencer ce débat. Et alors tout d'abord, nous allons célébrer le 1er mai, qui est donc la journée internationale du travail. C'est dans 2 jours. Ça se présente dans des conditions très particulières. Alors le 1er mai aujourd'hui, qu'est-ce que ça évoque ou comment sera-t-il célébré dans cette conjoncture assez particulière? Je commence peut-être avec vous, Madame Haddad. Merci. Bonjour à tous vos auditeurs. Écoutez, le 1er mai, c'est un moment important de pouvoir acter aujourd'hui les avancées dans le milieu du travail, particulièrement dans une conjoncture particulière, extrêmement difficile, contraignante, parce que à la fois c'est un 1er mai qui est dans une situation de pandémie, d'une épidémie dont nous souffrons depuis plus d'une année et qui a eu un impact énorme et très important sur le monde du travail, sur l'emploi, sur la création d'emplois, et qui en même temps, c'est un dilemme, parce qu'il représente, cette situation de pandémie représente aujourd'hui aussi une opportunité pour une remise en cause à la fois des métiers, un renouvellement des métiers, une appropriation des technologies nouvelles capables d'être un réservoir formidable pour les nouveaux métiers, et donc une autre forme d'organisation du travail collaboratif, de la façon dont nous devons intégrer l'optimisation des moyens, des technologies nouvelles et des avancées techniques pour pouvoir faire face à une situation
de sécurité sanitaire qui aujourd'hui s'impose à nous, mais aussi pour pouvoir se prémunir à l'avenir et avoir les réflexes, les mécanismes, les leviers nécessaires pour faire face à des situations pareilles. Voilà. Justement, situation particulière, Monsieur Abdelkader Jamel, aujourd'hui donc à la veille du 1er mai, ce n'est plus le même contexte, c'est un nouveau contexte, c'est deux nouveaux défis qui s'imposent au monde du travail, au monde de l'emploi. Aujourd'hui, comment peut-on qualifier ce contexte ? Merci d'abord de m'avoir invité à débattre d'un sujet aussi structurant que le monde du travail, que les questions qui se posent au monde du travail. Vous me donnez l'occasion aussi de présenter mes meilleurs vœux aux acteurs du monde du travail, parce que c'est aussi un moment qui devrait être un moment de joie. C'est pas le cas, ce n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui dans ce contexte. Oui. Mais vous m'invitez aussi à donner du sens à cette fête du travail de 2021. On l'a fête pas comme on l'avait fêté dans les années 70-80. On l'a faite aujourd'hui en réfléchissant sur un certain nombre de questions, sur la situation du travail dans le monde et en Algérie. Moi, je voudrais aussi inviter les uns et les autres à réfléchir sur la valeur travail aujourd'hui. Quelle valeur le travail a dans et surtout quand on le relie aux évolutions des avancées technologiques. Aujourd'hui, les avancées technologiques, Madame Haddad vient de nous inviter également à intégrer le fait que le travail aujourd'hui se présente de façon particulière, et nous allons essayer d'en débattre. Le sens pour les entreprises. Quel sens aujourd'hui la fête internationale du travail, vous avez bien fait de le préciser, a pour l'entreprise, en particulier impactée par la Covid. Quel sens ça a aussi pour les travailleurs? Aujourd'hui, les travailleurs sont face à un certain nombre de défis liés au pouvoir d'achat, liés aux droits fondamentaux tels qu'ils sont édictés par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, liés aux questions de préservation de l'emploi. Aujourd'hui, il s'agit de préserver ce qui est préservable. Tout à fait, oui. Et aussi, un des facteurs clés aussi c'est la modernisation du fonctionnement des organisations du travail, essentiellement définie par la digitalisation et la numérisation un peu du mode de fonctionnement des entreprises. Voilà un peu ce que m'autorise un peu votre question d'entrée. Donc, vous venez de le dire, un des enjeux aujourd'hui, c'est de préserver l'emploi. On le disait au tout début de l'émission. Selon les chiffres officiels, l'Algérie a perdu quelques 500 000 postes d'emploi, du moins des chiffres qui ont été communiqués en décembre dernier. Quelques 125 000 évoqués par le patronat du BTP pour le seul secteur donc du BTP. Des chiffres très très important qui montre l'impact de cette crise sur le monde de l'emploi. Vous, Madame Haddad, qui êtes dans le monde de l'entreprise, donc l'ACAPC compte plusieurs entreprises y adhèrent. Aujourd'hui, comment vous évaluez un peu la situation? Est-ce que vous constatez justement cette rapidité ou cet impact, foudroyant sur le monde de l'emploi? Il faut quand même préciser une chose importante qu'on oublie, c'est que la pandémie est arrivée déjà avec une situation de crise économique qui était déjà avancée et on a eu les prémices déjà en 2014 avec la chute du prix du pétrole. De l'or noir, oui. Donc, quand vous voyez un secteur tel que le secteur du bâtiment qui affiche un bilan aussi catastrophique en termes de perte d'emploi, de destruction d'emplois, c'est lié aussi, comme à l'instar des autres filières industrielles, c'est lié au fait que la crise avait déjà commencé en 2014. Ensuite, la pandémie est venue rajouter. Nous avons eu le mouvement social qui a aussi énormément ralenti c'est-à-dire il y a eu une situation de la machine économique. La machine économique, vous savez, quand au niveau des institutions, il y a des changements où on attend des changements. Alors ça vient encore accentuer l'inertie, cette force d'inertie qui existe au niveau de l'administration économique qui accompagne le développement et la dynamique économique. Donc c'est depuis 2014 que l'entreprise souffre. D'accord. La pandémie est venue
se rajouter à cette souffrance, se rajouter à cette difficulté. Mais je pense qu'il faut regarder le verre à moitié plein, parce que nous aurions pu avoir une destruction autrement plus importante. Il y a eu des mesures de sauvegarde importantes qui ont été prises, courageuses, par le président de la République, par le gouvernement, concernant, il y a eu ne serait-ce que de continuer à assurer les salaires, même en période de confinement, même en période, voilà, ça a été important. Les femmes qui ont des enfants où le salaire a été assuré malgré leur arrêt de travail. Donc ça a énormément amorti. Nous appelons à de nouvelles mesures pour encore accompagner les entreprises en difficulté pour préserver l'emploi. Mais il faut dire, nous en tout cas, en tant que secteur privé, en tant que patronat, nous n'avons pas eu à constater des dégâts importants en matière. Au contraire, il y a eu un effort de solidarité, un réflexe de solidarité très important de la part des responsables d'entreprise, de la part des chefs d'entreprise, avec les travailleurs pour trouver les voies et les moyens pour amortir le choc. Par contre, moi, ce que je voudrais dire, c'est que il faut absolument saisir la situation de cette pandémie pour changer de paradigme en matière de développement des métiers, en matière de création d'activités nouvelles, en matière de reconfiguration de certains process industriels. Regardez comment, moi je prends la CAPSE, comment nous nous sommes mobilisés pour pouvoir accompagner le gouvernement dans la fabrication, la production des masques, des produits aseptisés, tout ce qui a permis d'accompagner et il y a eu des mouvements de solidarité de la part des chefs d'entreprise très importants, des différentes organisations, pas uniquement la nôtre, mais la nôtre a été une locomotive importante. Et donc ça, je pense que ce sont des choses importantes, c'est cette capacité, cette flexibilité à se mobiliser même pendant une période de crise. Ce qui manque, et sur lequel moi, et je parle sous le contrôle d'un spécialiste du travail, c'est de pouvoir voir certains secteurs ministériels se redéployer très vite sur les nouveaux métiers, sur l'appropriation des nouvelles technologies pour développer des nouveaux métiers, résorber le chômage de nos diplômés et permettre la création d'activités entrepreneuriales très importantes je veux dire, au vu de cette crise. De s'adapter, adapter le monde. De s'adapter, mais dans le sens positif c'est-à-dire d'aller dans une attitude offensive face à la crise. Monsieur Abdelkader Djamel, je reste toujours avec cette crise, avec son impact. Donc on a vu Madame Haddad parle aujourd'hui d'une mobilisation qui a permis de sauver certains emplois, donc que ça soit du côté de l'État qui a pris des mesures donc en faveur des employés, en faveur des entreprises, ou du côté des entreprises. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les chiffres qui ont été communiqués, est-ce qu'ils ne sont pas loin de la réalité, sachant qu'il y a l'informel qui constitue quand même une part importante? Avant de répondre à ça, moi je voudrais enfoncer le clou planté par Madame Haddad, qui avait raison quand elle disait que la crise n'est pas... La Covid l'a surtout révélé très fortement, mais la crise économique dans laquelle se trouve le pays remonte un peu plus loin, l'a daté Madame Haddad. Donc, mais il faut dire que certains secteurs d'activité, non seulement ils n'ont pas pu résister, mais ils sont pratiquement banqueroute. C'est une situation de banqueroute. Je prends les transports, par exemple, le transport aérien. Air Algérie est cloué depuis le plus tout à fait. Le tourisme, tourisme où il y a plus aujourd'hui donc un certain nombre de secteurs qui sont à plat vraiment. Et là, par contre, je vais être le verre à moitié vide. Madame Haddad, elle a dit à moitié plein, moi à moitié vide. Je dis aussi que ailleurs aussi, l'État a mis de l'argent frais sur la table.
Or, en Algérie, en dépit de tous les efforts soulignés par Madame Haddad, il y a beaucoup à faire pour accompagner, qui aurait pu accompagner davantage le monde de l'entreprise. Je prends par exemple le secteur de la sécurité sociale qui n'a pas, à mon avis, marché dans les décisions politiques. C'est qu'il y a eu je dis pas qu'il y a une mauvaise volonté de la part de la sécurité sociale, mais ils sont un peu en retard par rapport au discours politique porté par le président de la République. L'exécution tarde parfois sur le terrain. Tout à fait. Donc, l'emploi a été fortement, les TPE, les très petites entreprises ont énormément souffert. Oui. Vous vous rappelez, même Monsieur le Président de la République l'avait dit, concernant les coiffeurs et un certain nombre d'activités comme ça qui ont pratiquement fermé. Ils ont réduit drastiquement un peu leur... Parce que la masse salariale et il y a des gens aussi, moi je dirige une école, l'école des sciences économiques et de management. Nous avons fermé pendant 1 année. On n'avait aucune activité. Beaucoup d'écoles ont louent donc les locaux destinés, les espaces de formation, et je vous assure que c'était pas évident en dehors des charges salariales. Il y avait aussi les charges locatives et tout le reste. Donc il y avait des secteurs réellement qui ont après, bien entendu, la nature est en horreur du vide. Les entreprises ont continué peu ou prou, en fonction de leurs moyens, à poursuivre l'activité. Et certaines ont résisté, en particulier celles qui avaient un peu d'avance en matière d'utilisation d'INTIC. Des nouvelles technologies, en particulier par l'usage et l'utilisation du télétravail. Elles ont pu poursuivre leur activité. Dans l'industrie, Madame Haddad aussi l'a relevé, il y a eu effectivement de la résistance parce qu'effectivement il fallait et de l'adaptation assurer. Parfois, oui. Mais je dois dire que non seulement ces chiffres sont en dehors de la réalité, sont en deçà de la réalité, mais en plus on n'a pas également touché, comme vous l'avez si bien dit, le travail informel qui est très présent dans les TPE et les petites entreprises. Par contre, cette crise, justement, a fait émerger de nouveaux métiers. Vous l'avez dit, certaines entreprises doivent leur salut, disons, au numérique, justement. Si elles sont toujours là, c'est parce qu'elles ont su s'adapter, elles ont su utiliser ces nouvelles technologies pour sauver l'emploi, pour sauver les entreprises. Justement, on a assisté, Madame Haddad, vous pouvez nous le confirmer, à l'émergence de plein de nouveaux métiers dans le monde du numérique. Et aujourd'hui, c'est carrément une nouvelle reconfiguration. Hein. Ben, on entre dans une nouvelle ère. C'est l'ère du numérique qui s'applique, qui se décline sur tous les secteurs d'activité. Et à mon avis, la crise, à chaque malheur, quelque chose est bon, comme on le dit dans le bon sens paysan, quoi. C'est que la crise nous a projeté malgré nous vers l'appropriation. Elle a forcé les choses. Et je pense aussi, surtout, elle a forcé les décideurs politiques, le gouvernement, les institutions importantes qui ont le pouvoir nécessaire pour donner le là en matière de développement du numérique, à comprendre et à voir la nécessité de pouvoir être up-to-date, parce que on entre dans une nouvelle ère, et si nous n'y allons pas avec une politique soutenue, volontariste, budgétisée, comme est en train de le soutenir le premier responsable du pays, donc il faut absolument y aller et rentabiliser notre retard. Parce que on ne pourra pas aller rapidement vers l'export, aller rapidement vers la diversification de l'économie, traiter la question de la résorption du chômage de nos diplômés, réduire l'informel dont vous avez parlé. Ça n'est qu'avec le développement, mais vraiment tout azimut, du numérique, tous secteurs confondus, et particulièrement sur les secteurs prioritaires. Aujourd'hui, on doit développer l'agriculture, on a la transition énergétique, on a la sécurité sanitaire, qui est un objectif, et la sécurité alimentaire. Donc ce sont des objectifs, des défis énormes, très importants, et l'appropriation des nouvelles technologies, l'acquisition et auprès de tous
toutes les sphères qui sont interpellées doivent obligatoirement, et ça, c'est un réservoir formidable pour la création d'emplois par les nouveaux métiers et pour la création d'activités entrepreneuriales. Donc, c'est plus une opportunité à saisir. Il nous faut une planification, une organisation, une politique affichée, budgétisée et suivie et évaluée. Voilà. C'est aujourd'hui, du moins, ce que s'attelle à faire le ministère chargé notamment de la numérisation, essayer de centraliser un peu le gouvernement dans cette son politique. Ensemble. Oui, voilà. Nous avons eu à les recevoir ici même sur ce plateau et nous en avions discuté. Mais aujourd'hui, je reste avec vous, Madame Haddad. Certains vous disent que le numérique consiste quelque part en une menace pour les emplois pérennes. Ils vous disent qu'aujourd'hui, ça réduit, disons, la demande ou en matière d'emploi. Est-ce que c'est le constat que vous faites ou c'est un avis que vous ne partagez pas? Non, je partage pas parce que moi je considère que c'est une opportunité formidable si nous arrivons à faire fonctionner l'écosystème interpellé par le développement du numérique, c'est-à-dire les principaux acteurs, l'université, la formation professionnelle, les infrastructures de télécommunications, améliorer le débit, Internet, etc. Et la débureaucratisation. C'est la dernière décision du gouvernement sur la signature électronique. Mais c'est une avancée très importante. La défiscalisation de l'importation des équipements en direction des startups, c'est très important. Il va falloir généraliser parce que le secteur du numérique souffre du poids des taxes douanières. Donc, oui. Et ça, on doit avoir, le gouvernement doit avoir un regard particulier pour encourager ce secteur-là. C'est là où je vous dis, il doit y avoir une politique volontariste, organisée, réfléchie, planifiée et suivie de la part du gouvernement avec un partenariat, parce que vous savez, le numérique, par définition, il est privé. Il est initiative privée, donc c'est la libre entreprise qu'il faut encourager, accompagner le renforcement de ce secteur privé, de ces initiatives privées, mais aussi avoir un investissement de l'État important sur les infrastructures de base, sur la régulation et sur l'éthique, parce que de par le monde, ce qui a été démontré, c'est que le numérique, particulièrement, il vient encore accentuer l'inemployabilité des femmes. Et vous savez que chez nous, l'employabilité des femmes est problématique. Légère, oui. On a un taux d'activité des femmes extrêmement faible, parmi les plus faibles. Et donc, il va falloir regarder de très près, depuis l'orientation, depuis le lycée, pour que nos filles et nos jeunes soient orientés vers ces disciplines et les préparer très tôt. Il faut que la culture du numérique soit déjà à l'école primaire, au lycée. Voilà, absolument, pour que les jeunes soient orientés très vite et qu'ils s'approprient et construisent leur avenir en cette direction. Monsieur Abdelkader Djamel, on le disait à l'instant avec Madame Haddad. Donc aujourd'hui, on se retrouve quelque part face à une équation assez complexe, un taux de chômage qui augmente et le numérique qui s'installe, donc des besoins à combler en matière d'emploi d'un côté, et on a de plus en plus d'entreprises qui vont vers des technologies qui nécessitent moins de salariés, moins d'employés, du moins présents sur le lieu de travail. On va de plus en plus vers le télétravail. Ça se généralise. Comment concilier un peu entre ces paramètres? À vrai dire, moi, je voudrais surtout situer cette question du numérique dans une problématique plus générale et plus globale. C'est en fait la modernisation du fonctionnement des organisations de travail. Souvent, les gens pensent que par modernisation, on entend un peu plus d'informatique, etc. Or, c'est une erreur. La modernisation du fonctionnement, ça renvoie à plein de choses. Nous n'avons pas le temps de les développer, mais un de ces jours, on le fera. L'essentiel, c'est que, comme l'avait suggéré Madame Haddad, quand on parle de modernisation et d'intronisation et d'émergence identique, il va y avoir développement de nouveaux métiers, de nouveaux emplois. Moi, je ne crois pas que ça
puisse menacer l'emploi. Je crois que, et de toute façon, est-ce qu'on a le choix d'aller vers ça ou pas? Donc, je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui avec la globalisation des échanges et la mondialisation. C'est une obligation. Si on veut exporter comme semble le vouloir le président de la République, on n'a pas le choix. Il faut exporter aux hydrocarbures. Il a situé autour de 5 milliards. Peut-être qu'on a des potentialités beaucoup plus larges. Donc, il y a ce qu'on observe à l'échelle du monde. Certains pays se sont dotés d'observatoires des métiers, d'observatoires du monde du travail. C'est précisément pour... il y a des métiers qui vont disparaître inéluctablement, qui ont disparu déjà. On n'a plus de dactylographe aujourd'hui. Oui. Il y a un certain... la sténo qu'on faisait dans le temps pour reproduire les impressions n'existe plus aujourd'hui. Donc, n'ayant pas le choix, nous sommes tenus d'accompagner ce développement d'ENTIC, une plus grande intronisation de ces nouvelles technologies, mais dans l'optique d'une modernisation. Il va y avoir des disparitions d'emplois et de métiers dans un certain nombre d'activités. Qu'il va falloir remplacer ailleurs. Tout à fait. Ils vont se redéployer et il y a, à mon avis, des gisements d'emplois dans les services qui utilisent l'ENTIC de façon incroyable. Moi, j'ai l'habitude de participer à des colloques à l'étranger et je vois comment les gens ont réussi. Mais il faut le faire aussi avec une forte implication des pouvoirs publics et de l'administration publique. Parce que souvent, l'administration publique a un retard par rapport au monde de l'entreprise. Et ça crée parfois des frustrations. Des frustrations. Regardez ce qui se passe, par exemple, sur les liquidités. C'est horrible, ces liquidités dans les guichets. C'est impensable aujourd'hui avec toutes ces nouvelles banking, avec un certain nombre d'outils. Comment on arrive à avoir une crise de cette nature? La modernisation est une nécessité. Modernisation, mais pas que la technologie. Il y a aussi les hommes, la formation des hommes. Il faut former des hommes pour opérer ces changements. C'est une nouvelle structure qui s'est imposée à nous. On n'était pas forcément dans ce sens, on n'avançait pas forcément dans ce sens-là. Du moins, c'est ce qui apparaît. Aujourd'hui, donc, c'est une nouvelle structure de l'emploi, du travail qui s'impose au monde économique. C'est plein d'emplois qui n'existaient pas dans la réglementation algérienne. Aujourd'hui, donc, c'est à la réglementation, c'est à l'État, au pouvoir public de suivre cette évolution. Vous m'offrez cette possibilité pour revenir sur le télétravail. Il est arrivé en Algérie sans qu'on lui ouvre les portes sur le plan juridique. Sur le plan juridique, les gens confondent le travail à domicile avec travail à distance, avec le télétravail. Ça n'a rien à voir. C'est deux situations juridiques, deux catégories juridiques très différentes. Sur lesquelles on doit légiférer. Absolument. Justement, oui. Aujourd'hui, la réglementation est totalement absente. Absolument, elle est absente. Mais la nature, encore une fois, a horreur du vide. Les entreprises interrogeant s'il y a une contre-indication n'ayant pas trouvé, ils ont mis en œuvre cette possibilité qui a offert une chance de survie incroyable à certaines entreprises. Donc, à mon avis, il faut que l'administration publique accompagne ces évolutions majeures à la fois dans les métiers, dans les emplois, etc. Mais elle-même doit se moderniser, doit prendre en compte ces éléments. Et aussi, l'accompagnement, ce n'est pas que par elle-même et pour elle-même. Elle doit aussi mettre des mesures incitatives pour pouvoir réellement inciter les entreprises et le monde du travail dans son ensemble à aller vers ces transformations inéluctables. Et on n'a pas le choix. Il me semble que c'est inéluctable et qu'il faille l'accompagner au mieux. Madame Haddad. La numérisation va obligatoirement transformer l'administration parce que sinon elle va être out, sinon elle va être dépassée. Elle va être obligatoirement interpellée par le changement de paradigme parce qu'elle doit obligatoirement rentrer sur deux axes principaux. C'est l'anticipation. Moi je dirais plus que M. Abdelkader, ne pas accompagner, c'est anticiper sur l'évolution
premièrement, et deuxièmement, c'est la transparence, parce que la numérisation va inculquer et impulser la transparence. Et ça, c'est ce qui est recherché par notre politique aujourd'hui. Le retour à la confiance entre le citoyen et l'administration et les institutions. La numérisation va être un atout majeur. D'ailleurs, les retards qu'on a connus depuis 20 années, c'était une volonté délibérée. Maintenant, on le découvre de ne pas être aussi transparent au niveau des transactions bancaires, au niveau de l'administration locale, etc., sur les différentes autorisations, les agréments, l'octroi du foncier, etc. Mais demain, avec un wali qui a un site web dans sa wilaya et qui met la cartographie du foncier disponible, l'offre foncière disponible, c'est ça qui va redonner de la confiance et aux opérateurs et aux citoyens et aux étrangers qui nous regardent, Voilà. Justement, on parlait des métiers du numérique, de toute cette nouvelle configuration qui s'est imposée à nous ou au monde du travail avec cette crise du Covid-19. Donc, vous êtes vous-même chef d'entreprise, vous êtes donc vice-présidente d'un patronat. Beaucoup d'entreprises, Monsieur Abdelkader Djamel le disait, ont pu rester en vie grâce au télétravail. Aujourd'hui, comment vous avez, disons, opéré avec cette absence de la réglementation en matière qui accompagne, disons, cette évolution du travail? Ça a été le système D en interne aux entreprises. Il fallait rester debout. Il fallait que les entreprises puissent continuer à travailler. Donc elles se sont organisées, chaque chef d'entreprise avec ses partenaires, qu'ils soient sociaux ou des partenaires, ses collaborateurs ont organisé la réorganisation du travail face à la situation de crise. Il y a eu du temps partiel, il y a eu du travail en rotation, de manière, parce qu'il fallait à la fois respecter la réglementation pour le confinement, mais aussi permettre aux gens de continuer à gagner leur salaire, continuer à faire leurs heures de travail. Vous voyez? Donc ça a été, mais c'est ça que nous devons maintenant nous retrouver entre opérateurs et administration pour codifier, pour protéger la législation du travail doit s'adapter très vite et anticiper. Il faut par exemple légiférer en matière du travail du télétraitement, en matière de travail à distance, en matière de travail à mi-temps, parce que ça peut avoir des répercussions extrêmement néfastes. Ça peut être manipulé pour pouvoir obliger des gens à n'être recrutés qu'en travail partiel, partiel ou en télétraitement, vous comprenez. Donc ça peut être néfaste pour les employés. Il y a des problèmes de sécurité, d'assurance. Il y a plein de vides qu'il va falloir très vite combler, codifier, organiser et nous préparer. D'autant que on voit qu'aujourd'hui il y a plein de refontes qui sont engagées par les pouvoirs publics. Le code du travail, c'est la loi du travail quelque part. La révision de ce code du travail a été annoncée depuis maintenant quelques années, mine de rien. Vous voulez dire plus de 10 ans? Oui, on en parle. Depuis 2002. On en parle, on en reparle. Plusieurs ministres du Travail l'ont annoncé, imminent, voilà, et on l'attend toujours. Est-ce que justement aujourd'hui c'est le moment de s'atteler à revoir complètement en intégrant tous ces métiers qui sont nés et toute cette nouvelle structuration, Monsieur Abdelkader. Ouais, Monsieur Abdelkader. En fait, oui, c'est comme l'Arlésienne, le code du travail. On en parle depuis, mais on l'a. En fait, l'avant-projet, le premier avant-projet date de 2000 en réalité. Et le ministre de l'époque, que tout le monde donnait la promesse qu'il allait être fait en 2001-2002. Or, en 2021, en réalité, ce code du travail, c'est un mort-né au départ parce que... Il a été fortement contesté. Voilà, parce que dans tous les pays du monde, et moi je me rappelle, j'ai une expérience des réformateurs, le code du travail, le projet de législation du travail a d'abord été remis au monde de l'entreprise.
souvent les gens pensent que le code du travail s'applique à l'administration. Il s'applique pas à l'administration. Il s'applique qu'au monde de l'entreprise. Et par conséquent, ça doit être l'entreprise qui participe très fortement à son enrichissement. Or, il a été fait en vase clos, dans une bulle, entre des fonctionnaires, et ça produit ce que ça produit. Donc, il fallait d'abord commencer par remettre un avant-projet, une structure, un squelette, comme on le dit, aux gens de l'entreprise, avec l'inspection du travail, avec syndicats, etc., pour pouvoir l'enrichir. Malheureusement, ce travail d'aller vers ceux auxquels il est destiné ne s'est pas fait, ou du moins il s'est fait en cercle également assez restreint. Vous avez dû le recevoir, mais il ne s'est pas fait comme on l'avait fait dans les années 80. Et surtout pas de feedback. Surtout pas de feedback sur nos recommandations. Absolument. Nous allons revenir. Donc le Code du travail aujourd'hui, effectivement, il a intérêt à revenir à l'origine des choses, à être remis, à engager des discussions, des débats, etc. Moi, j'avais animé 2 ou 3 rencontres avec, en particulier, le syndicat des médecins praticiens de la santé publique, et on avait identifié pas des lacunes, vraiment des énormités, parce qu'on ne prend pas en charge. Il manquait également par des précisions de nature juridique. Et quand vous avez évoqué à l'instant avec Madame Haddad l'histoire du droit, pourquoi le droit est important? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une règle juridique qui est bien faite, etc., il n'y a pas de risque de conflictualité. Ça arrête les rapports de force. Or, chaque fois que vous laissez un vide juridique, les uns et les autres vont se l'approprier et ça peut être une source de conflictualité. C'est pour ça que nous disons que chaque fois qu'on veut faire du droit, on le fait de façon la plus précise. Quand je dis précise, c'est pas sur le plan technique, sur le plan du réel, du corps social qui va recevoir ça. C'est pour ça, moi je dis, c'est vraiment, j'en appelle, c'est pas la première fois, y compris sur la chaîne 3, j'en appelle à, effectivement, sortir la horde des sentiers battus, le remettre à la société dans son ensemble, pour en débattre et pour sortir. Mais sinon, il prend pas en charge cette question, mais il prend pas en charge beaucoup de questions qu'on avait identifiées lors des rencontres organisées. Il y a des questions fondamentales qui ne sont pas intégrées dans la logique de conception du projet de code de travail. Vous êtes associé, Madame Haddad, les patronats? Non, on a reçu un projet sur lequel nous avons travaillé. On a mis en place un comité, on a travaillé, on a mis une expertise, les membres, etc. Mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas eu de feedback. Donc, il faut absolument que le ministère du Travail puisse reprendre les choses en main et associer les acteurs et débattre, parce que débattre dans toute transparence et de voir Aujourd'hui, par exemple, nous sommes confrontés à des défis très importants. Les nouveaux métiers, il va falloir les intégrer avec les conditions, la réglementation qui accompagne ces nouveaux métiers. Le problème du transfert technologique qui n'a jamais été intégré dans l'esprit du Code du travail. Si vous prenez aujourd'hui la coopération, les emplois, les salariés étrangers, tous les contractuels étrangers, etc., il n'y a on n'appréhende pas le transfert de savoir-faire, le transfert technologique dans l'acquisition dans le cadre des projets d'investissement, dans le cadre des partenariats internationaux, des partenariats technologiques. Cette dimension-là n'est pas intégrée dans le Code du travail. Vous voyez, il faut que les défis auxquels l'Algérie est confrontée, que ce soit le travail à distance, les télétraitements, l'impact de la crise sanitaire sur le monde du travail, les besoins de compétitivité, l'export, le transfert technologique, tout ça, ça a un impact sur le Code du travail et ça doit être intégré au niveau du Code du travail. Et ça ne peut être que les acteurs qui sont sur le terrain, les employeurs, qui eux sont à même de venir enrichir et les nomenclatures et les projets de texte, etc., qui sont partie
qui sont composantes à intégrer dans le projet de code. Du code du travail. Voilà. Aujourd'hui, donc, on le disait, on célèbre on est à la veille du 1er mai, donc c'est autant d'enjeux qui doivent être pris en charge par les pouvoirs publics. L'autre question qui est centrale aujourd'hui pour le monde du travail, c'est celle du pouvoir d'achat. La situation, la crise a fortement impacté le pouvoir d'achat. Hier, le salaire national minimum garanti, le SNMG, donc a été officiellement augmenté à 20 000 dinars. On est peut-être loin un peu des revendications de certaines associations et de certains syndicats. Et même l'UGTA. Et voilà, tout à fait, même l'UGTA qui parlait d'un minimum nécessaire de 75 000 il y a un mois, ou un peu plus d'un mois. Donc aujourd'hui, 20 000, ça a été acté avec un effet rétroactif de juin 2020. Donc le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est une question qui doit être prise en charge dans une conjoncture assez particulière. Comment jongler entre les deux, M. Abdelkader Jamel? Pardon, tout à fait. Voilà, c'est le 1er mai aussi est un moment aussi de réfléchir sous l'angle du pouvoir d'achat. Mais le salaire, la rémunération, elle est au centre un peu de plusieurs logiques. C'est un coût du travail. C'est un coût du travail quand même pour un employeur. S'il n'arrive pas à équilibrer, il va être en déficit, il va fermer et l'entreprise part en vrille. Mais pour le salarié aussi, c'est le seul moyen qui lui permette d'avoir une capacité à acheter et à relancer aussi la machine économique par l'offre ou pas. Donc, je me dis, il y a eu des études assez fines qui considèrent qu'effectivement le SNMG, attention, le SNMG, ce n'est pas la pratique salariale au niveau de l'entreprise. C'est un référent, surtout pour les caisses de sécurité sociale, mais c'est pas ce qui est pratiqué. Il y a bien sûr les TPE, les très petites entreprises, les petits commerces, etc., qui payent en se référant au SNMG. Mais dans le monde de l'entreprise organisée, dans les mondes, ça sert surtout à ça. Le pouvoir d'achat pose réellement problème à la société. Parce qu'à force de tirer dans le sens de la corde, elle risque de casser. Aujourd'hui, honnêtement, avec 30 000 dinars, 40 000 dinars, le salarié qui a une famille de 3 membres ne peut pas vivre. Moi, je me rappelle du temps du SGT, même s'il a été très décrié, parce qu'ils en ont fait une application bureaucratique. Je vous assure, les spécialistes, quand ils regardent, il a énormément permis à l'Algérie de se réorganiser, etc., à l'époque, dans son temps. Et le coût fin du salarié, regardez qu'est-ce que vous pouvez faire, même avec 40 000 dinars. Entre les besoins de la nourriture, les besoins de se loger, les besoins de la santé, je parlerai pas des femmes l'école, qui veulent être etc., qui veulent s'habiller très bien, etc. Je parle pas d'aller sur la mode, mais les besoins fondamentaux ne peuvent pas être aujourd'hui, à mon avis. Mais en même temps, quand on décide comme ça, quand on dit il faut 75 000 dinars minimum, il faut les assurer au niveau de l'entreprise. Il faut les avoir. Et il faut produire. Il y a un problème de productivité. En Algérie, 6 jours, il faut rentabiliser les appareils de production. On parle aujourd'hui, M. Abdelkader Jamel, de libérer le travail, de permettre aux gens de cumuler deux métiers. C'est une des solutions. Il doit y avoir, faisant le point, débattant de cette question qui est plus généralement le problème de la flexibilité. Regardant, étudiant, mettant sur la table toutes les questions, mais il faut pas se fermer, il faut pas rester dans une administration, fût-elle l'administration du travail, ou de dire que non, il y a des solutions. Il faut écouter la société. Il faut écouter la société. La société n'est pas extrémiste. Je vous assure, vous expliquez. Moi, j'ai eu affaire à des syndicalistes. Quand vous le mettez en face de capacité de l'entreprise à payer, à choisir entre réduire les effectifs et accepter un salaire relativement moyen, il accepte les sacrifices. Mais il faut lui parler vrai. Il faut parler vrai. Il faut mettre sur la table tous les problèmes, qu'ils soient ceux de l'entreprise ou ceux des travailleurs. Et
Et là aussi, ça renvoie à une façon de faire. Est-ce qu'il faut tout juridiciser ou est-ce qu'il faut remettre à l'entreprise, donc aux acteurs de l'entreprise aussi, les moyens d'élaborer leurs propres règles, en adaptant à chaque entreprise les règles. Madame Haddad, justement, est-ce que vous avez pris la question du pouvoir d'achat? La question du pouvoir d'achat, elle est extrêmement complexe, parce qu'il y a énormément, c'est un faisceau de raisons qui donnent la situation actuelle. Monsieur Abdelkader vous a posé le problème de la productivité au travail, qui est lié aussi au fait de la faiblesse de l'intensité de l'investissement et de la création d'activités et d'entreprises. Parce que sur un secteur donné, sur un produit donné, logiquement, la concurrence veut que les prix baissent. Or, chez nous, on assiste au phénomène inverse. Pourquoi? C'est la faiblesse de l'investissement. C'est pour ça qu'il faut libérer. Il faut libérer l'économie. Par contre, ce qu'il faut dire fondamentalement, c'est la régulation à côté. Il faut libérer et réguler. Idem pour ce que vous avez dit, que quelqu'un, on le voit en Égypte, dans d'autres pays, on voit, il est médecin la journée, il est taxieur le soir. D'accord? Parce que les gens ont besoin de démultiplier. Et ça commence à se faire. Vous avez les jeunes, par exemple, vous savez, quand on voit le chômage des jeunes. Donc il faudrait réglementer. Une partie se fait dans l'informel. La régulation. Il faut de la régulation. Mais il faut libérer en même temps et encourager l'outil de production, le système productif. Il faut absolument l'encourager parce que c'est ça qui va pouvoir freiner l'inflation. C'est l'inflation qui vient impacter le pouvoir d'achat. Et puis il faut un traitement différencié. Les populations à bas revenus, on doit avoir une politique de soutien du pouvoir d'achat des populations à bas revenus. On ne peut pas, le gouvernement, l'État algérien ne peut pas continuer à subventionner le prix D'ailleurs, la du réflexion lait, est lancée. de la semoule, au même titre que celui qui gagne 400 000 dinars, 200 000 dinars, 150 000 dinars et celui qui touche le SMIC, ou même moins que le SMIC, parce que avec l'absence de contrôle, vous avez des activités, particulièrement dans l'informel, qui sont nettement moins que le SMIC. Donc, vous voyez que c'est très complexe. Il faut agir à la fois sur libérer l'économie, libérer l'initiative entrepreneuriale, libérer les initiatives, mais réguler même au niveau des structures de production. Aujourd'hui, il y a peut-être à regarder de plus près les marges bénéficiaires dégagées sur beaucoup d'activités. Et là aussi, parce que vous savez, l'effet prix, souvent on joue sur l'effet prix sans apporter une amélioration de la qualité, etc. D'accord? Donc ce sont des marges qu'on fait énormes. Donc là aussi, il y a de la régulation à faire. Il faut que l'administration économique s'outille, se modernise, dispose des standards, dispose des normes de référence pour pouvoir mieux réguler, mieux contrôler. Et agir sur les populations à bas revenus avec un soutien. C'est la politique du gouvernement algérien, de l'État algérien, c'est notre ADN, la solidarité. Il faut le mettre en œuvre en direction des populations qui en ont besoin. Il y a un autre enjeu ou un autre fondamental quand on parle du 1er mai qui est le syndicalisme. Donc c'est l'autre, disons, cheval de bataille des travailleurs. Aujourd'hui, les représentations syndicales, si on venait à faire un état des lieux aujourd'hui, Monsieur Abdelkader Djamel, entre l'existence des syndicats dans les différentes entreprises, entre le public et le privé, comment ça se dessine? D'abord, je rappelle qu'il y a autour de 17 organisations syndicales de salariés. Les informations que j'avais recueillies à l'époque, 17. Mais elles se particularisent par le fait qu'il y a une seule confédération, c'est l'UGTA. Le reste, c'est des syndicats, j'allais dire, de fédération, catégoriels, on va les appeler comme ça. C'est par métier. C'est le syndicat à la santé, c'est le syndicat à l'enseignement supérieur, à l'éducation nationale, etc., etc. Ces syndicats ont tenté de s'organiser, à vrai dire. Il y a eu des difficultés qui leur ont été faites dans la remise du récépissé. Parce que, contrairement à ce qui se dit ça et là, c'est pas un agrément. C'est un récépissé que délivre le ministère du Travail quand votre dossier est conforme à la loi.
Or, dans la pratique, en particulier par un ancien ministre qui n'est plus là, dont on ne peut pas parler, Raïb Manhadrouchvé, et il en a fait un vrai agrément. C'est vrai qu'il faut restituer ça aussi dans le contexte politique. Il voulait avoir un seul interlocuteur, ce qui explique qu'il n'y a pas eu de participation dans les tripartites, etc. Il n'y avait que l'UGTA. Donc, mais aujourd'hui, le monde du travail évolue, la situation n'est plus ce qu'elle était. Donc, comment aujourd'hui adapter, si on peut dire ça comme ça, les luttes syndicales à la réalité socio-économique? Absolument, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Le syndicalisme les bleus de travail, le lait ou les vestiaires ou les horaires de travail n'a plus cours aujourd'hui. D'abord parce que la société a changé fondamentalement, une lame de fond a changé dans ce pays. En particulier, la digitalisation, la numérisation, l'émergence des NTIC, des nouvelles technologies, a fait que il y a aussi ça a évolué, le droit syndical doit évoluer, la pratique syndicale, c'est pas le droit syndical. La pratique syndicale doit évoluer aussi en fonction des catégories qui rentrent Aujourd'hui, ce n'est plus les cols bleus qui sont les majoritaires, c'est plutôt les cols blancs. C'est surtout des femmes. Il y a de plus en plus de travail féminin. Donc, les femmes viennent aussi avec un certain nombre de préoccupations, de revendications, etc. Si l'UGTA classique, ne prend pas en compte ces éléments, les jeunes aussi viennent avec des attentes. La génération X, Y, Z, on peut aller jusqu'à la fin de l'alphabet, viennent aussi avec des préoccupations. Et ce qui explique, à mon avis, le net recul du syndicalisme en Algérie, dans le monde du travail. En dehors des syndicats catégoriels, la fonction publique en particulier, mais le monde économique, c'est un déclin extraordinaire. Déclin très fort, voire presque inexistence du syndicat dans le secteur privé. Justement, souvent, certains travailleurs pointent du doigt les difficultés qu'ils rencontrent pour la création de syndicats dans le secteur privé. Le syndicat, GAD, qui m'a kenn les années 70, secteur public. Et même secteur public, il y a une nette régression. Il est présent surtout les hydrocarbures et la grande famille des hydrocarbures. Mais sinon, sur le reste, les syndicats sont dénoncés aussi par les salariés qui estiment qu'ils ne sont pas à la mesure de leurs attentes. Mais dans le secteur privé, moi je pense d'abord, pourquoi le patron de l'entreprise, si on mettait en place un peu la logique, pourquoi il accepterait qu'il y ait du syndicat? Pourquoi qu'il accepterait? Le syndicalisme n'est pas une obligation légale. La syndicalisation n'est pas une obligation. Ce qui est obligatoire, c'est le comité de participation, les délégués du personnel. Dans le syndicat, pour créer une organisation syndicale, il faudrait que les salariés le veuillent. Il faut que les salariés quand les salariés ne veulent pas, ne s'organisent pas, et c'est aussi un combat, c'est du militantisme pour être syndicaliste. Et s'il n'y a pas suffisamment de militants, donc le syndicalisme ne s'implantera pas. Par ailleurs aussi, le chef d'entreprise, dans tous les pays du monde, ne voit pas d'un bon œil l'implantation d'un syndicat. C'est normal. Mais c'est la revendication, c'est ce qui permettrait de porter les attentes des travailleurs. Oui, mais il faudrait que les salariés le veuillent. Il faudrait que les salariés veuillent s'organiser et se battre pour qu'il y ait un syndicat. Si les salariés, c'est pas à l'employeur de leur dire organisez-vous pour constituer mon contre-pouvoir. Parce que le syndicat est un contre-pouvoir, il a le pouvoir de négociation des conventions collectives et il a la possibilité d'appeler à la grève quand c'est nécessaire, quand il estime que c'est déséquilibré. Donc, à mon avis, le syndicalisme n'est pas très présent dans le secteur privé, non pas parce que le privé l'a combattu, il peut y avoir des espaces comme ça où il est combattu, mais c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que les gens qui ont la charge des directions de syndicats, l'UGTA par exemple, ne fait pas grand-chose pour aller à la rencontre des initiatives dans le secteur privé. Le recul Madame Haddad, vous avez demandé la parole. Le recul du syndicalisme, pour moi, il est essentiellement dû au recul de l'idéologie, du combat idéologique. C'est le combat idéologique qui a reculé. Parce que
les employés aujourd'hui du secteur public ou du secteur privé ont compris que leur sort est lié à la survie de leur entreprise. C'est clair. Aujourd'hui, il faut sauver son emploi. Il faut négocier son salaire, négocier son augmentation de salaire. Donc, particulièrement dans le secteur privé, la négociation, elle se fait entre le patron et l'employé directement. On ne passe pas par un comité ou par un syndicat pour faire des revendications, etc. Donc, moi, je pense que c'est plutôt un effet positif dans la prise de conscience sur la corrélation étroite qu'il y a aujourd'hui, de plus en plus une prise de conscience entre intérêt de l'entreprise et intérêt du travailleur. Aussi, il faut dire, le syndicat a pris un coup. Moi, je pense que l'UGTA a été, dans les 20 années, 30 années passées, a été dans un rôle qu'il a énormément desservi. Énormément desservi, c'est une réalité. C'est une réalité. Cependant, ceci n'empêche pas, aujourd'hui, par exemple, au niveau de la CAPC, nous sommes organisés en fédération. Et en tant que syndicat, c'est pour défendre l'entreprise, c'est défendre l'emploi, l'entreprise. Parce que quand vous défendez l'entreprise, vous défendez l'emploi, vous défendez la création de futurs emplois et la préservation des emplois en cours et existants. Voilà, moi je pense que c'est un redimensionnement. C'est un redimensionnement. Le recul du syndicat, il est lié à la pratique. Il y a eu un fonds, ça a été utilisé comme fonds de commerce. Je parle, je n'invente rien. Ça a été utilisé comme fonds de commerce pour obtenir des avantages. On n'a pas énormément défendu les travailleurs. La preuve, vous le voyez, on s'est pas préparé à l'ère nouvelle. On s'est pas préparé à l'économie moderne. Et là, le syndicat à l'époque aurait dû avoir ça comme cheval de bataille. Donc c'est comme pour la réglementation, le syndicalisme doit aujourd'hui s'adapter donc aux réalités du monde du travail. Il nous reste plus beaucoup de temps, 4 minutes me dit le réalisateur avant de terminer. Monsieur Abdelkader Djamel, aujourd'hui le contexte est particulier et il y a une catégorie de travailleurs qui vont le célébrer dans une conjoncture assez particulière. C'est ces milliers d'employés dont les patrons sont aujourd'hui en prison pour des affaires de corruption notamment. Les employés sont aujourd'hui livrés à eux-mêmes. Ils revendiquent sans justement en l'absence d'un cadre organisé. Aujourd'hui, comment faire, comment recadrer, comment récupérer tous ces employés, sachant que les entreprises existent, le bien existe? Ah oui, ça c'est un sérieux problème. Mais à dire vrai aussi, il y a un faisceau, pour reprendre Madame Haddad, il y a un faisceau de mesures qui doivent accompagner ces problèmes qui ont surgi dans la société algérienne de façon brutale et de façon aussi massive. Donc on a mis ceux qui étaient en charge de la création de la richesse en prison. Mais aujourd'hui, c'est surtout ces employés mais que nous n'avons plus beaucoup de temps. Moi, je suis juriste, je construis ma réponse. Je peux pas dire du tac au tac. Donc, il y a ce problème, c'est qu'il fallait réfléchir à un ensemble de mesures pour pérenniser l'entreprise. L'entreprise doit être au-dessus de ces contingences et etc. C'est-à-dire les magistrats aussi, quand ils ont à prendre des décisions, ils doivent très fortement intégrer cette question de préserver, distinguer entre la personne pénalement responsable et l'entreprise qui n'en est pas du tout responsable. Moi, je vois un appauvrissement incroyable du fait des fermetures des zones industrielles. J'étais la dernière fois Ferry-Lysen, Volkswagen fermé, DAC fermé, un certain nombre d'entreprises fermées. Et je me dis, ces salariés, Renault, etc., ils ont commencé à avoir un savoir-faire, les salariés, ils ont un pouvoir d'achat, la fiscalité locale s'en est améliorée, et on décide comme ça de livrer ces entreprises et surtout leurs salariés. Comment les récupérer aujourd'hui ?
c'est un ensemble de mesures, je dis, à la fois sur le plan du droit, mais un droit qui a vocation à s'appliquer pour les magistrats, mais également un dédommagement ou une prise en charge de leurs intérêts. Madame Haddad, vous avez des propositions? Oui, moi je pense qu'il n'y a pas que les affaires des patrons qui sont liées en justice. Il y a eu ça. Je pense que l'outil de production, la préservation de l'emploi doit devenir une priorité pour le gouvernement et de trouver les solutions idoines pour préserver ces emplois et surtout l'outil de production. Voilà. Moi je dis il y a aussi toutes les activités, tous les opérateurs qui étaient sur le montage de véhicules, qui étaient sur le montage, les CKD, SKD liés à la téléphonie. C'était des investissements qui avaient été faits, des emplois qui étaient là. Et ceux-là, ils ont débauché. Et alors qu'il y avait des métiers qui se développaient. Il faut absolument préserver. Il faut surtout pas précipiter les décisions. Il faut calculer l'avantage de manière à permettre la préservation et de l'outil et de l'emploi et laisser la justice, la stratégie se mettre en œuvre et la justice faire son travail, bien sûr. Désolée de vous interrompre, Madame Haddad, nous n'avons plus que quelques secondes pour rendre l'antenne. Donc l'enjeu aujourd'hui, la veille du 1er mai, l'enjeu majeur, c'est de préserver l'emploi dans une conjoncture assez particulière. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Merci Madame Haddad, Monsieur Abdelkader Djamel d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même jour, même heure, même station. D'ici là, n'oubliez pas de respecter les mesures barrières, de prendre soin de vous et sahaf tourkom.